Alors pour, cette semaine, c'est vrai que les risques, c'était un des volets, importants. Hem, derrière les risques, il y a toute cette notion d'anticipation et de contrôle par rapport au projet. Donc c'est important de pouvoir, bien travailler sur les risques de manière à ce que, à aussi avoir un temps d'avance sur ce qui pourrait impacter le projet. C'est un petit peu le but de l'exercice. Hem, donc il y a la gestion des risques, des incidents et des problèmes. Ce sont 3 aspects qu'on essaye de maîtriser dans le projet et qu'il faut essayer de faire, dans la mesure du possible, de manière la plus régulière possible. Alors les risques, comme vous l'avez vu, c'est, une part d'anticipation de ce qui pourrait impacter le projet de manière négative. On a aussi les risques qui pourraient, impacter le projet de manière positive, donc on appelle plus des opportunités, et où il faut, mettre des actions en place pour être sûr de bien capter l'opportunité. Mais dans la majeure partie des cas, malheureusement, on travaille dans un environnement négatif, les risques, ont un effet négatif sur le projet. Donc, l'idée est de pouvoir, lister l'ensemble des activités qui pourraient impacter le projet de manière négative, de pouvoir les noter, et aussi de pouvoir les classer par rapport à une matrice. Donc, avec indépendamment du résultat de la matrice, ils doivent tous être inscrits dans un registre qu'on appelle le registre des risques. Donc, pour calculer la matrice, est-ce que vous avez bien compris comment fonctionne, le schéma? Oui, bah, la probabilité que le risque a d'avoir lieu, donc du plus petit au plus grand. Et puis un autre axe avec l'impact, pareil, du plus faible au plus fort. C'est ça, exact, tout à fait. Et donc le risque se déplace, en fonction de la probabilité et de l'impact. Parfois, on peut avoir des entreprises qui veulent, mesurer un chiffre par rapport au risque et dans ce cas-là, on pourrait se dire que, on multiplie, soit 1, soit 2, soit 3, par, l'impact 1, 2 ou 3 pour avoir le résultat. C'est ce qui leur permet des fois dans un tableau de pouvoir, les classer en fonction des risques les plus forts, du plus fort au plus faible. On a aussi, la capacité d'avoir une matrice à plusieurs niveaux. Donc ça veut dire que là, en règle générale, on utilise la matrice à 3 niveaux. Ça veut dire que soit la probabilité, soit l'impact mesure jusqu'à 3, mais on peut aller jusqu'à 5 niveaux pour augmenter la granularité et du coup, on a une probabilité et un impact qui peuvent aller de 1 à 5 et donc les multiplications qui vont vers la matrice, qui en découlent. En fait, plus on va avoir de risques à gérer dans son registre, plus on va essayer d'avoir une granularité la plus fine, puisque l'idée est de pouvoir déjà se concentrer sur les risques les plus forts, donc ceux qui impacteraient le plus négativement le projet. Et donc en effet, si, il y a 50 risques et qu'on souhaite, se focaliser uniquement sur les risques qui ont un impact très fort, donc un impact élevé, une matrice, en tout cas une criticité élevée, on pourrait se dire, ben, on se focalise uniquement sur 10 risques, qui sont, très forts et dans ce cas-là, soit, ils apparaissent, vraiment rouge-rouge, soit un rouge orangé par rapport à l'impact ou soit un rouge orangé par rapport à la probabilité. Donc, voilà l'idée. Est-ce que vous avez bien compris donc comment fonctionnent les risques, leurs intérêts, avant que je parle des incidents? Oui. Oui. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que les revues de risque, on peut les avoir de manière, récurrente. Idéalement, une fréquence de une fois par mois, donc de manière mensuelle, et donc à comparer avec les incidents qui sont plus d'ordre opérationnel. Donc un incident, c'est, hem, un événement qui impacte le projet de manière négative et qui n'a pas forcément été prévu. Donc, un incident peut être la résultante d'un risque ou, venir de manière, subvenir, de manière, impromptue. Donc quelque part, l'incident pardon, est un événement qu'on ne peut pas forcément calculer. Donc soit il vient du risque et dans ce cas-là, c'est une traduction, le risque, l'élément risque devient un incident, soit il y avait pas de risque du tout. Du coup là, on a un incident qui vient se mettre dans le registre. Donc, les incidents doivent être vus de manière dynamique. On va avoir une fréquence, d'environ chaque semaine.
comme ce sont des événements qui surviennent à n'importe quel moment, l'idée de pouvoir être sûr qu'on les enregistre et qu'on les traite de manière rapide. Les personnes qui ont connaissance des incidents, ceux qui les subissent, sont des personnes qui sont d'ordre opérationnel, donc les personnes qui sont sur le terrain, qui vont directement réaliser les livrables du projet. Et donc c'est pour ça que la revue des incidents doit être réalisée de manière dynamique. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux incidents? Non. Et enfin, les problèmes. Les problèmes, c'est un sujet plus conséquent. C'est quelque chose qui va impacter de manière plus large le projet, dans le sens où le problème peut être la résultante soit d'une succession d'incidents, d'une pluralité d'incidents, dans le sens des incidents qui arrivent de manière répétée, donc on va dire 10 fois le même incident, même si on le résout facilement au bout de quelques heures, quelques jours, il peut revenir 1 mois, 2 mois après. Donc quelque part, l'idée de pouvoir se concentrer sur ce fait-là et de se dire, OK, il y a des incidents qui arrivent, y consacrer plus de temps pour le traiter plus en profondeur et du coup de le gérer comme un vrai problème. Donc pour ce faire, je propose 2 méthodes. Le diagramme d'Ishikawa, qui est en arête de poisson, qui est la méthode la plus efficace, qui nécessite qu'on soit entouré pour le traiter. L'idée est d'avoir pour Ishikawa la possibilité de faire intervenir des personnes qui ont des connaissances sur le problème pour qu'ils puissent eux-mêmes apporter leur point de vue, leur vision, et ce qui permet aussi d'avoir le traitement du problème dans son entièreté. Il se peut que le problème ait plusieurs sources qui impactent, qui fait que le problème est là, et du fait d'avoir plusieurs corps de métier ou plusieurs intervenants qui ont connaissance du problème, mais peut-être juste une facette du problème, pour le traiter, c'est plus facile puisqu'on le traitera de manière collégiale. Donc, le diagramme d'Ishikawa est efficace dans ce domaine. En revanche, la méthode des 5 pourquoi, c'est une méthode qui peut être utilisée seul. Ça veut dire que vous, seul, pouvez traiter un problème avec la méthode des 5 pourquoi. Il suffit simplement de poser le pourquoi au bon endroit pour en faire ressortir la cause qui doit être justement atténuée ou effacée. Donc voilà les 2 méthodologies qu'on peut utiliser pour la gestion des problèmes. Dans le cas de l'exercice sur la plateforme, c'était lié à des crevaisons de vélo. Donc vous l'avez vu, hein, du coup, on a traité de manière différente avec les 2 méthodologies la possibilité de faire ressortir la cause du problème pour le traiter. Est-ce que vous avez bien compris comment ça fonctionnait, les deux méthodologies? Personnellement, j'ai plus accroché sur les pourquoi. Pour quelle raison? Qui, quoi, quand, tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu as plus accroché avec la méthode des 5 pourquoi qu'Ishikawa? Ah bah, peut-être parce que je réfléchissais déjà comme ça. C'est vrai. En qualité, souvent c'est ça. Et puis donc peut-être oui, j'ai peut-être plus ça parce que c'est comme ça que je réfléchis à la base. Alors que l'autre est pas mal parce que c'est schématique aussi. C'est vrai. Il y avait un dessin animé d'ailleurs des Looney Tunes qui s'appelait Pourquoi, avec une petite fille qui faisait tout le temps pourquoi. Et c'est vrai que ça fait cet effet de récurrence et qui fait qu'on arrive toujours à la source du problème. Mais c'est vrai que c'est une méthode facile à utiliser. Et je peux comprendre la raison pour laquelle tu l'affectionnes. Pour toi, Alexis, tout bon pour les problèmes aussi? Oui, bah pareil, la méthode des pourquoi est plus simple à intégrer. Et c'est assez efficace. Ouais, c'est vrai. Ensuite, l'autre volet de cette formation, de cette semaine, c'était lié à la surveillance. Donc, la surveillance du budget, la surveillance du projet. Quelque part, les deux ont aussi un lien. Mais pour m'attarder sur la partie budget, alors on n'est pas toujours au fait, hein, en tant que chef de projet, de traiter ce sujet en profondeur. Mais le suivi du budget est important. En tout cas, lorsqu'on a cette ségrégation qui est bien réalisée entre phase, sous-phase, lot de travaux, et qu'on y associe les paramètres du budget qui sont importants, le budget alloué, le budget prévisionnel, le budget consommé,
ces 3 indicateurs permettent de suivre le budget efficacement. Ça veut dire qu'on aura 3 niveaux de hauteur dans le projet pour calculer son budget, calculer, la le restant, en tout cas ce qu'il reste à consommer et ce qu'il reste à faire. Donc le budget alloué, donc c'est le budget qui a été approuvé, qui a été initialement débloqué pour le projet. Le budget prévisionnel, lorsqu'on a démarré le projet, c'est l'idée de savoir ce qu'il reste à faire. Quelque part, si vous avez démarré des activités qu'elles sont soit hors budget, soit au-dessus du budget prévu, soit en dessous, par rapport au reste à faire, vous êtes capable de dire, ben, c'est ce qu'il reste moins, ce qui a déjà été, prévu et le consommer, donc consommer ce qui a déjà été utilisé. Donc c'est toujours bien d'avoir ces 3 paramètres associés au lot de travaux. Ça veut dire que pour un lot de travaux, vous savez quels sont les paramètres de budget associés. De faire la somme des lots de travaux par rapport aux sous-phases et aussi de faire la somme de ces sous-phases en termes de budget pour obtenir le suivi du budget au niveau des différentes phases du projet. Ensuite, par rapport au suivi du projet dans son entièreté, c'est toujours bien, de corréler la partie progression à la partie budget. La partie progression toute seule ou la partie budget toute seule n'aura pas forcément d'intérêt. Quelque part, imaginez que vous êtes à la moitié de votre projet et que vous dites aux commanditaires, ben voilà, on a consommé la moitié du budget. Bah, on ne sait pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Vous êtes à la moitié de votre budget, d'accord, mais est-ce que en fait, il était prévu que vous consommiez la moitié du budget à la moitié du projet? Ça, c'est la bonne question. Donc quelque part, lorsqu'on est à la moitié, du projet, il faut pouvoir dire: «On est à la moitié du projet, on a consommé la moitié du budget, donc 50. Par contre, il était prévu qu'on en consomme 55. Ah, d'accord. Là, on est capable de dire: «Oui, en effet, on a fait mieux qu'espéré, puisqu'on a consommé moins que prévu». Donc du coup, le restant, on peut se permettre de se dire: «On a un petit buffer pour la suite, au cas où il y a un imprévu, on est capable de le débloquer». En revanche, si on est à la moitié du budget, alors qu'il était prévu qu'on consomme 40 ou 30 du budget, quelque part, on va se dire: «Ouh là là, on a déjà consommé la moitié du budget alors qu'il était prévu d'en consommer que 30. Donc là, il va falloir lever une alerte et dire: «Ben, si on veut finir le projet, il va falloir rajouter, ce qu'il manque». Donc c'est pour ça, c'est toujours bien de corréler ces 2 paramètres, en tout cas ces 2 indicateurs. Le suivi du projet, donc c'est la progression. Donc ça veut dire que dans la partie progression, vous êtes capable de dire, combien de livrables sont réalisés, combien sont en cours, combien, combien il reste à démarrer et donc tout ça fait partie du volet progression. Donc en termes de pourcentage, ça te parle toujours. Voilà pour ces 2 grands volets de cette semaine. Est-ce que vous avez des questions? Non. Si pas de questions en particulier, est-ce que vous voulez que je revienne sur un exercice, que vous avez dû réaliser, soit cette semaine, soit celui de la semaine dernière? Comme on a un petit peu de temps? Ah, tu es en mute, Gisèle, pardon. On t'entend pas. Je suis curieuse sur le rouge à lèvres. Ah! D'accord. Alors je vais prendre directement le corrigé. Je vais tricher un peu. Alors, tac. Là. Alors, c'est 3. Donc alors par rapport à la Fashion Week, c'est vrai que l'idée de départ, et c'est là où tous les risques doivent sortir, c'est qu'on est dans une situation qui est empirique, qui est très critique. Donc quelque part, lorsque on nous dit de proposer
des risques sont par rapport aux différents faits qui ont été exposés. Donc les faits sont que, on a un rouge à lèvres à sortir dans 3 semaines. On a un fournisseur du packaging qui a prévu 1 semaine de fermeture dans 2 semaines. Ça veut dire que sur nos 3 semaines, on a déjà 1 semaine pour laquelle le fournisseur de packaging ne pourra pas intervenir. On sait que le délai habituel pour fournir un nouveau produit dans son entièreté, donc le rouge à lèvres, ça prend 3 semaines. Donc ça veut dire que c'est dans 3 semaines et on n'a pas de buffer. Et la machine qui permet de tester les produits, elle est en panne depuis déjà 2 jours. Donc quelque part, il y a des risques qui vont sortir par rapport à tout ça. Donc le fait que le fournisseur de packaging ne soit pas présent dans 2 semaines, ça implique qu'il faut le faire travailler, en tout cas qu'il nous faut obtenir les produits de ces services avant sa fermeture. Donc le risque, par contre, associé à cette fermeture est risque que le packaging ne soit pas fourni en temps et en heure. Et quelque part, derrière ça, la réponse qu'on peut y apporter, c'est en effet, soit on alerte auprès du fournisseur directement en lui disant on a quelque chose de très important qu'il faut prioriser, ou bien, si le fournisseur de packaging n'est pas capable de répondre dans le temps imparti, de dire que finalement, peut-être qu'il faut voir autrement, ou peut-être faire, en accommodant un packaging qu'on avait peut-être déjà en stock, on peut imaginer pas mal de choses. C'est une idée. Par rapport au fait que la machine de test est en panne. Donc elle est en panne depuis plusieurs jours déjà. Donc là, on se dit, soit on peut pas tester le produit, mais si on teste pas un produit et qu'on le met sur le marché, donc c'est un autre risque, donc c'est un petit effet boule de neige. Mais on va peut-être aller plutôt dans le sens de comment faire en sorte à ce qu'on puisse tester les produits. On peut imaginer que plutôt que d'utiliser une machine, les tests, on va les réaliser de manière manuelle. Alors peut-être qu'on aura moins de volume à fournir en termes de produits, mais au moins on les testera. Ou peut-être qu'on peut faire appel à nos concurrents ou un partenaire en nous demandant de nous prêter une machine pour tester, ou bien d'acheter une autre machine dans le cas où on se dit la machine qu'on a, elle n'est pas réparable, ou elle va pas se réparer dans quelques jours. Pour pallier à ce fait-là, on en récupère une autre. Donc avec ces différentes options, je sais qu'on va pouvoir répondre à la problématique. Il y en a d'autres évidemment, parce que j'ai pas des risques de mon côté, mais je me souviens pas de tout. Donc fournisseur de packaging, la création du produit est en retard. Donc ça veut dire que quelque part en termes de création, il est possible que on soit très juste au niveau du délai. On a 3 semaines, donc quelque part, 3 semaines sont un petit peu compliquées. Du coup, j'avais une question. En fait, justement, parce que c'est ça qu'à un moment donné, au vu de comment c'était présenté, c'était peut-on se dire que cette Fashion Week, finalement, on n'y va pas, compte tenu du délai. C'est pour ça que je dis, par exemple, c'était une hypothèse à soulever lors d'une réunion en disant, est-ce qu'on y va vraiment ou on n'y va pas? Et c'était le risque de se dire, si on n'y va pas, ça fait le risque que ça, on se fait pas connaître. Et du coup, voilà. C'était aussi des questions comme ça où je disais c'était. Non, mais c'est vrai. Ce sont des bonnes questions. Après, lorsqu'on expose les faits, on sait que c'est faisable. On sait qu'il faut 3 semaines pour le faire. Donc c'est dans 3 semaines. Si on a l'habitude de le faire en 3 semaines, pourquoi cette fois-ci ça prendrait plus de temps? En théorie, non. Mais le fait d'associer un risque à ça en disant c'est 3 semaines, c'est dans 3 semaines, on va quand même mettre un risque pour essayer de le contrôler et de faire en sorte que ce soit prêt dans les temps. C'est vrai qu'il y a cette vision empirique et les faits sont là. On sait qu'il faut peu de jours pour réaliser un produit par partie. Donc même si le fournisseur de packaging est absent dans 2 semaines, en théorie, c'est quand même possible qu'il nous le fasse avant. Donc c'est pour ça que dans la théorie, tout est faisable, mais la vision empirique des choses fait en sorte à ce qu'on puisse placer des risques. Donc, voilà. Il y a un risque sur lequel je vais m'attarder et qui met en exergue un petit peu en avant l'ensemble des risques, du fait qu'on intègre des solutions, des réponses à ces différents risques. Donc soit mobiliser plus de monde pour qu'on soit prêt à l'heure, soit acheter une autre machine. Tout ça va avoir un impact sur le budget prévu. Donc, quelque part, il y a aussi ce risque lié au dépassement de budget, puisqu'en fait, on avait prévu de réaliser un produit avec ce qu'on a,
Et finalement, on se rend compte que peut-être qu'il va falloir mettre en place des actions qui vont être coûteuses. Et donc là, le risque de dépasser, d'avoir un surcoût par rapport au projet est aussi présent. Donc c'est un petit peu l'autre volet par rapport à cette gestion des risques. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez des questions d'ordre général par rapport à la formation, aux risques, aux incidents, aux problèmes? Alors moi, au vu de ce que je pratique aujourd'hui, c'est de se dire, c'est-à-dire de la façon dont les choses sont abordées, notamment sur la partie risque, en ayant vu ça, c'est que avant, par exemple, dans le métier que je fais, c'est de se dire, on a d'abord un prospect et en fonction des projets, par exemple, quand moi je fais de l'innovation, eh bien dans l'innovation, j'ai envie de dire, le risque, j'ai envie de dire, risque que le projet puisse réussir, on est à 90% qu'on se dit ce qu'on est en train de faire, ça va pas, voilà. Et ce risque-là, de la façon, après, quand on signe le contrat, entre quand on est prospect, ça veut dire qu'on va tenir compte de ces risques-là et communiquer du coup avec le commanditaire qui serait le client. Et après, en fait, je vois une double risque. C'est-à-dire, il y a le risque qu'on partage directement avec le commanditaire, avant toute signature, de se dire, vu que c'est de l'innovation, il peut y avoir des possibilités qu'on n'arrive pas au résultat attendu. Et après, il y a un autre niveau de risque dès lors qu'on a commencé à travailler sur le projet. Et c'est là où il y a le risque et les incidents. Comme tu le disais, l'incident, c'est on est en train de faire des manips, on se rend compte que finalement, ça fonctionne pas comme on voulait faire. Et ça, on pouvait pas l'anticiper. Donc, on est vraiment dans l'incident où une machine se casse pendant qu'on réalise les choses. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que de ce que je vois et de ce que moi je fais, on est à deux niveaux en termes de risque. Or, quand on commence, même quand on est en prospect, on discute avec le commanditaire, on est déjà en projet. Oui. Et ces risques-là sont partagés vraiment avec le commanditaire. Oui. Et on a la seconde phase où, lorsqu'on est dans la phase d'exécution, on a aussi ce niveau de risque, en fait. Et donc, en fait, c'est ce que je me suis rendu compte, en regardant ça, en se disant, au final, à chaque phase, avant la phase d'initiation, avant de signer le contrat et on commence, eh bien, il peut y avoir, selon le projet qu'on fait, des risques partagés ou pas avec le commanditaire. Oui. Quand tu dis partager, c'est partager les responsabilités ou c'est partager dans le sens où il est informé? Et en fait, on l'informe, à savoir, il y a le risque de se dire vers où on tend, la solution vers où on tend. Le risque, il est à deux niveaux. On peut y arriver, peut-être il va donner un délai de 6 semaines, mais nous, on va se dire, c'est un projet d'innovation, donc les 6 semaines, ça sera peut-être certainement plus 2 semaines. Bon, je dis jamais plus ou moins, c'est vraiment plus 2 semaines, on ne va pas dire moins parce que c'est rare. Voilà. Et ça, cette partie-là, on va partager avec le client, en fait. C'est vrai. Donc, au tout départ de la formation, donc je crois que la première semaine, lorsque je parle du business case, il y a bien ce volet risque. C'est important d'avoir les risques, en tout cas les premiers qu'on peut avoir, identifiés dans le projet. Et donc, c'est bien en phase d'initiation qu'on démarre cette phase de présentation des risques. Et c'est vrai que c'est important de l'avoir, puisque ça permet d'alerter le commanditaire, d'alerter les responsables au sein de l'entreprise que oui, il y a une perspective de faire un projet, mais c'est pas toujours tout beau tout rose et qu'on part pas la fleur au fusil. Il y a peut-être aussi des risques qui vont impacter le projet, il faut en être conscient. Il faut mettre des actions en place. Donc non, c'est vrai, Gisèle. Donc c'est là où j'en ai pris conscience. Voilà, en faisant les exercices sont bien dans ce sens-là en fait. C'est dans cette partie-là. Oh, très bien. Tant mieux. Alexis, pas de questions, pas de remarques? Non. Ok. Alors je vous propose de terminer pour aujourd'hui. Est-ce que je vous ai envoyé un email tout en bleu concernant les modalités de passage à l'examen? Oui. Oui. Bon, parfait. Pas de questions par rapport à l'examen?
C'est sur des cas, c'est du pratique-pratique, c'est Oui, c'est sur des cas pratiques, en effet, sur des cas pratiques. avec un contexte qui est exposé, des questions qui sont associées. Et après, de toute façon, on aura une session de préparation à l'examen qui passera 1 semaine avant l'examen. Ok. Eh ben, si pas d'autres questions, je vous propose de terminer et je vous souhaite un excellent week-end. Merci. Attention, en tout cas, à vos exercices au plus vite et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière semaine. Ok. Très bien. À bientôt! À À bientôt. bientôt. Au revoir.